Good morning, everybody. Le docteur André Ridotto depuis la cour du palais communal de Conféonne. Aujourd'hui, nous allons commenter une vidéo, une vieille vidéo qui m'a été proposée il y a très longtemps de cela et justement qui n'était toujours pas sortie de mon esprit, qui fort heureusement n'était pas sortie de mon esprit. Donc aujourd'hui, enfin, je vais faire un commentaire à cette vidéo, une vidéo très intéressante parce qu'elle nous illustrera dans une certaine mesure cette déchéance, cette perversion, cette folie qu'est le féminisme et comment petit à petit elle a réussi à détruire jusque même l'instinct maternel dans beaucoup de gynophores. Mais avant de commencer cette analyse, je voudrais déjà souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux inscrits et je vous promets que vous ne regretterez pas de vous être inscrit sur cette chaîne. À la limite, vous pourrez piquer quelques crises de colère à l'occasion, mais de façon globale, considérant généralement, il y a de fortes chances qu'au final, de très fortes chances qu'au final, vous soyez parfaitement satisfait des choses que vous découvrirez ici. Et bien entendu, bien évidemment, je remercie aussi les abonnés de longue date et je vous remercie pour votre soutien, pour votre constance. Bref, commençons dans le commentaire de cette vidéo qui a été publiée par OBS, une vidéo de Tutu Lecoq, Madame Tutu Lecoq. Que dit donc Madame Tutu Lecoq? Le moment décisif dans ma libération ménagère, ça a été le jour où j'ai regardé mon salon. Il était exactement l'opposé des salons que je voyais sur Instagram. Le moment décisif de la libération ménagère de Madame Tutu Lecoq a été quand, en regardant des photos de salon sur Instagram, elle s'est rendue compte que son salon à elle était l'exact opposé de ces salons qu'elle voyait sur Instagram. Et voilà, Madame Tutu Lecoq qui s'inspire des salons d'Instagram. Vous savez, lorsque des personnes qui ont un peu de jugeote disent que les gynophores ont de sérieuses difficultés à faire une distinction nette entre la réalité et l'illusion de la réalité, c'est pour de très bonnes raisons. Là, nous parlons d'une femme qui est certainement très intelligente, juste un peu au-dessus de la gynophore moyenne. Elle trouve que justement, qu'à juste titre, les photos d'Instagram, qui, nous le savons tous, en général, sont des photos qui ont été tellement photoshopées, qu'il serait simplement fou, qu'il serait très insensé d'essayer justement de les considérer comme un idéal à atteindre. C'est exactement par ce processus qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes gynophores se trouvent dans une situation de stress, de dépression parfois. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent incapables d'atteindre un idéal de beauté qui leur a été imposé, un idéal de beauté qui en réalité est simplement inatteignable, Du coup, elles vivent de sérieux troubles psychologiques qui se basent justement sur une certaine dissonance cognitive que j'ai déjà eu à décrire brièvement dans une vidéo, et qui justement part du fait qu'elle se trouve dans la triste situation de devoir se rendre compte qu'elles sont incapables d'atteindre un certain idéal, et pourtant ce n'est pas vraiment de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, pourquoi? Parce que cet idéal-là, c'est un idéal qui n'est simplement à la portée de personne. Simplement à la portée de personne. Il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit absolument mince, même si à côté, justement, que ce soit par la nutrition ou bien par de simples réalités biologiques, il est simplement impossible d'avoir
une ligne parfaite toute la vie. Il y a des grossesses, il y a ci, il y a ça. Ce qui justement devrait faire comprendre à beaucoup de ces jeunes demoiselles, à beaucoup de ces jeunes gynophores qu'en fait, elles ne devraient, pour rien au monde, s'inspirer de cette illusion de réalité. Mais non, Madame Tutu Lecoq pousse justement ces gynophores précisément dans la direction contraire, c'est-à-dire dans cette tendance à donner beaucoup plus d'importance à l'illusion de la réalité, une illusion qui est complètement exagérée, qui est irréalisable, qui est inatteignable. Évidemment, ce n'est pas parce que Madame Tutu Lecoq ce n'est pas parce qu'elle est stupide, elle n'est certainement pas stupide. Comme toute gynophore, elle ne fait pas vraiment la distinction entre la réalité et l'illusion de la réalité, mais à côté, il y a le fait qu'elle sert simplement le Seigneur ténébreux, consciemment ou inconsciemment. Et vous verrez à la fin de la vidéo qu'en fait, il s'agit là justement d'un humain qui a embrassé, mais alors très volontiers, le Seigneur ténébreux. Et vous verrez comment. Continuons la vidéo. Et surtout, j'avais les chaussettes du conjoint et aussi de chaque enfant, les 2 enfants qui traînaient par terre. Et donc, je me suis vue en train de me pencher pour ramasser au lieu d'aller travailler. Eh bien, si j'étais macho, je dirais que c'était peut-être, telle était la réaction de Madame Tutu Lecoq, peut-être parce qu'en tant que gynophore, elle a été programmée comme toutes les autres gynophores à faire le ménage. Mais je le dirais si j'étais macho. Je ne suis pas macho, je suis simplement, disons, véridique. Disons simplement que c'est une réaction assez spontanée qui est due au fait que les gynophores soient plus sensibles à cela. Comment moi, qui suis féministe, on est un couple, on est des trentenaires sympas, etc. Et en fait, on est en train de reproduire un vieux modèle traditionnel où je suis une ménagère. À l'entendre parler de soi-disant vieux modèle traditionnel où elle est ménagère, on dirait presque qu'il s'agirait justement d'une conception de la société qui a été élaborée par une confrérie, par une bande de machos qui se sont dit, les gars, il va falloir qu'on mette sur pied un modèle dans lequel les gynophores, elles seront que des ménagères, elles feront rien d'autre, comme ça on va pouvoir les mater à volonté. Et pourtant c'est une folie, en réalité s'il s'agit là de manipulation, une manipulation qui a pour but bien entendu d'accomplir le but réel du Seigneur ténébreux que Madame Tutu Lecoq sert. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le soi-disant modèle dont elle parle, dans lequel elle serait simplement une ménagère, n'est pas un modèle en réalité. Il n'est pas le résultat justement d'une conspiration entre guillemets ou bien une élaboration d'hommes, d'une confrérie de machos qui avait pour but de soumettre les femmes. C'est simplement, ça fait partie carrément de cette distinction fonctionnelle qui caractérise les androphores et les gynophores. C'est une distinction fonctionnelle qui est absolument naturelle et qui fait partie justement, qui permet justement cette complémentarité qui caractérise ces deux entités. Vous devez toujours penser par exemple aux deux, vous vous rappelez de cette métaphore, de cette figure que j'utilise si souvent. Le cœur et le foie. Jamais le foie ne s'est plaint du fait que l'organe qui est le cœur, justement, passait toute la vie actif et tout, plein de muscles. Jamais votre foie ne se plaindra du fait que le travail de nettoyage du corps, le travail de nettoyage du corps lui soit échu comme ça. Et c'est pourquoi? Parce que le foie, il comprend assez bien qu'en réalité, il s'agit tout simplement qu'il est tout autant important que le corps, qu'il lui se bouge pratiquement toute la vie,
qui n'est certainement pas moins important parce qu'on ne le sent presque rarement, presque jamais en fait. La plupart des personnes, je doute qu'il y en ait un parmi vous qui sente son foie. En fait, lorsque vous le sentez, c'est qu'il y a un problème. Et par contre, le cœur, vous le sentez très souvent. On le sent battre, il suffit d'y mettre la main, on le sent. Il est en mouvement, il est toujours actif, exactement comme les ordres forts. Seulement, après, ce n'est qu'une figure. Donc, le fait que justement le rôle de, entre guillemets, ménagère, ou bien de celle qui s'occupe du temple de la maison, du foyer, le fait que ce rôle soit échu à la gynophore ne signifie pas qu'en réalité elle serait quelque chose de moindre, de moins important, ou que sais-je encore. Ce que ces manipulatrices dont Madame Tutu-Lecoq essaye de nous faire croire. Et ce n'est pas vrai, ce n'est absolument pas vrai. Ce soi-disant modèle n'en est pas un, c'est-à-dire le modèle dans lequel elle serait simplement une ménagère. Ce n'est pas un modèle, c'est notre essence, ça fait partie de l'essence même de ces entités que sont les androphores et les gynophores. Il y a des traits assez spécifiques qui sont typiques justement de chacune de ces deux essences-là. Continuons la vidéo. Et me définir moi comme une ménagère, ça a été assez violent. Et en même temps, quelqu'un qui fait 2/3 des tâches ménagères est une ménagère. La définir comme... Le fait qu'elle se définisse comme ménagère a été violent pour elle. Pourquoi ? Parce que dans ce siècle, justement, les gynophores sont devenus, je ne vais pas dire des monstres, mais quelque chose de très très proche. Encore un peu de temps, je vous assure que si nous laisserons faire ces entités telles que Madame Tutu-Lecoq, on arrivera à un point où, lorsque vous direz que, vous savez, en fait, vous avez des utérus qui, simplement parce que de l'androphore et de la gynophore, vous êtes l'humain qui est censé recevoir, accueillir justement la progéniture dans ses entrailles. Vous direz quelque chose du genre, on vous accusera de machisme, peut-être qu'on vous accusera même d'homophobie ou de misogynie ou que sais-je encore. C'est violent ici, non pas parce que le fait qu'elle dise que se reconnaître comme une ménagère a été pour elle quelque chose de violent, ce n'est pas parce que la chose en soi est violente, ni physiquement, ni certainement pas verbalement, ou que de n'importe quelle façon, de toute façon. Elle perçoit la chose comme une violence simplement parce que son esprit est complètement acquis au mal, mais alors complètement, au moins sous ce rapport. C'est précisément comme une personne, vous savez, l'allégorie des prisonniers de la caverne. Ces individus qui, une fois que vous sortez de l'obscurité des ténèbres, l'effet de la lumière, il est simplement douloureux. C'est-à-dire, vous découvrez la vérité ou bien des informations sur votre monde ou bien sur votre nature, vous procure carrément de la douleur. C'est-à-dire que vous avez l'expérience que vous vivez à ce moment est une expérience justement violente, sauf qu'en fait, elle n'est pas violente parce que l'expérience en soi, c'est que votre expérience n'est pas violente parce que la vérité qui vous arrive a pour but de vous faire du mal, mais parce que vous avez été tellement, vous êtes descendu à des profondeurs telles qu'après revenir vers la lumière vous procure justement toute cette douleur. J'ai eu un moment où je pétais un plomb là-dessus, mais parce qu'évidemment c'était un symbole de tout le reste, des chaussettes orphelines, de laver le linge, d'étendre le linge, de m'occuper des enfants, d'avoir l'école qui m'appelait, et une espèce de sursollicitation permanente que je m'infligeais aussi à moi-même. Sursollicitation qu'elle s'imposait à elle-même. Vérité partielle. Vérité partielle, pourquoi ? Parce qu'en effet, dans le monde aujourd'hui, la plupart des gynophores vivent une sorte de sursollicitation qu'elle s'impose. Seulement, ce n'est justement qu'une vérité partielle. Il y a une autre partie qui est un mensonge qui ici
s'identifie est plutôt une omission de vérité. C'est-à-dire qu'il y a un détail qui est omis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gynophores sont sursollicités, ou bien cette sursollicitation qu'elles s'imposent n'est pas à mettre en relation avec ce que leur instinct les appelle, les sollicite, ce pourquoi leur instinct les sollicite, c'est-à-dire procréer par exemple et prendre soin de la progéniture. Non, cette sursollicitation ne vient pas de là, parce que la plupart des gynophores ne font que très naturellement cela, n'accomplissent que très naturellement cette fonction, et c'est quelque chose d'assez simple justement, mais la sursollicitation provient du fait qu'elles aient mordu à l'appât du Seigneur ténébreux. On leur a dit, vous devez conquérir le monde, allez travailler, allez devenir, plutôt que de compléter les androphores pour créer une progéniture plus saine, plus forte, et en prendre soin. Non, il faut que vous deveniez carrément la concurrence, quoi. Il faut que vous intégriez le monde des androphores, même si en fait elles le font toujours de façon très hypocrite. Et du coup, elles se trouvent dans la tragique situation dans laquelle elles poursuivent plusieurs lièvres à la fois. Vous savez ce qui se passe. Enfin, vous n'en attrapez aucun. Au contraire, vous vous détruisez complètement. Et c'est de là que provient justement cette sursollicitation. Ce n'est certainement pas parce qu'elle s'est trouvée dans une situation où elle avait les chaussettes de monsieur son époux dans son salon comme ça, et ainsi que les chaussettes de ses enfants. Non, la sursollicitation ne vient pas de là, ne vient certainement pas de là. La sursollicitation vient du fait qu'on lui a fait croire qu'elle devait en réalité intégrer le monde du travail, où elle doit produire des résultats, alors qu'en réalité elle n'est même pas physiquement dotée pour cela. Et justement, à côté de cela, il y a aussi cette autre sollicitation qui justement devrait primer, qui est celle instinctive, placée par le Créateur, qui veut qu'elle procrée et qu'elle en prenne soin, qu'elle prenne soin de la progéniture. Et si elle se trouve dans des situations de burn-out, comme elle le dira tout à l'heure, ce n'est pas parce que prendre soin de la progéniture est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement laborieux. Non, c'est simplement parce qu'elles essayent de poursuivre 2 lièvres, 3, 4 lièvres à la fois. Parce que j'en faisais plus que ce qu'on me demandait, évidemment. Alors moi, j'ai focalisé sur les chaussettes, mais il y a d'autres gens qui vont focaliser sur l'éponge qui n'a pas été rincée et essorée avant d'être posée. Donc ça dépend pour chacun comment on se focalise sur un détail, mais c'est quand même le signe qu'il y a, je pense, chez les jeunes mères, un problème de burn-out. Une fois de plus, le burn-out que vivent beaucoup de gynophores dans la société contemporaine, sous la forme de tristesse, de mélancolie, de dépression, et parfois même de maladie, c'est-à-dire dans leur chair, n'est pas dû à l'accomplissement, au respect de leur nature profonde. Non. Ce burn-out provient du fait qu'on leur a enseigné justement à rechercher un pouvoir qui ne leur était pas propre, un pouvoir qui ne leur appartenait pas, c'est-à-dire un pouvoir qui est du moins dans des proportions de loin supérieures à ce à quoi elles ont été préparées pour opérer à l'intérieur de la société. Les gynophores ne sont pas censés justement s'insérer dans le monde actif, dans l'effervescence justement du monde extérieur, du monde qui se trouve à l'extérieur du foyer, du temple de la maison. Pourquoi? Pour des raisons très précises, très spécifiques, et que l'on peut voir, que l'on peut lire, que n'importe quel individu de bonne foi peut réussir justement à comprendre assez aisément. Elles vivent ce burn-out parce qu'on leur dit qu'elles doivent absolument avoir une carrière professionnelle, elles doivent avoir du succès, et si possible, elles doivent justement émuler ces stars de télévision qu'elles voient chaque jour au cinéma, dans les films,
Sauf qu'à côté de cela, il y a aussi une autre exigence qui est celle la plus naturelle, qui est celle justement de l'instinct maternel, la nécessité de procréer, de prendre soin de la progéniture. Faire les deux choses à la fois, c'est simplement impossible pour elles, d'autant plus que justement, elles ne sont pas physiquement préparées pour pouvoir gérer autant de stress, autant de pression, autant d'efforts. Et évidemment, si elles ont réussi à se faire berner, c'est que quelque part, elles ont choisi délibérément de se rebeller à l'autorité divine, à l'ordre établi par le Créateur. Et pour se faire berner de la sorte, justement, le Seigneur ténébreux a utilisé un expédient magnifique, le fait justement du cinéma, où vous vous rappelez de la vidéo que j'ai produite à l'époque, comment Hollywood a réussi à berner les gynophores, en leur faisant croire, en leur présentant une certaine illusion de femme fatale, de femme de pouvoir. Et au final, lorsque vous analysez la chose, lorsque vous faites vos devoirs, vous vous rendez compte qu'en réalité, les soi-disant femmes de pouvoir, gynophores de pouvoir qu'ils présentent, qu'ils dépeignent dans les films, en réalité, ce ne sont même pas des gynophores à la base. C'est carrément ce que vous savez aujourd'hui. C'est des andromèles. Ou des andromèles, en effet, qui passent carrément pour des gynophores, ce qu'elles ne sont pas. Et sur le fait qu'il y a un décalage entre le discours général, les hommes et les femmes, on est tous égaux, la société française, et ce qu'on vit au quotidien. Mais bien sûr, il ne peut qu'y avoir un décalage entre la réalité des faits et les discours justement sur l'égalité entre androphores et gynophores. Et je crois que quelque part, ce décalage aurait dû faire comprendre aux gynophores que justement ce discours sur l'égalité tel qu'il est présenté est un discours mensonger. La réalité des faits est là. Il y a une distinction claire et nette entre les androphores et les gynophores. Ils ont été préposés à des fonctions spécifiques qui justement qui font d'eux les fonctions, à des fonctions qui font d'eux justement deux entités complémentaires. Et là, vous savez, le malin, le seigneur ténébreux, le diable, comme on le dit si souvent, sa stratégie principale, c'est la ruse. Pourquoi? Parce que justement là, il s'agit d'une vérité qui, bien entendu, est toujours accompagnée d'un mensonge, d'un gros mensonge. Ici, notamment, une omission de détails qui en fait, bien entendu, un mensonge. La vérité, c'est quoi? La vérité, à la base, c'est quoi? Le discours, justement, sur l'égalité entre les androphores, entre les hommes et les femmes. Il devrait y avoir une égalité. Sauf qu'on ne dit pas quelle égalité devrait exister, quelle égalité existe entre l'homme et la femme. Parce qu'en fait, il s'agit d'une égalité statutaire, une égalité qui est liée à leur dignité en tant que fils de l'Éternel. Seulement, à côté, le fait de ne pas préciser qu'il ne pourrait pas s'agir d'une égalité fonctionnelle crée dans les esprits de beaucoup l'illusion que justement, un homme égale à une femme, que c'est précisément la même chose, qu'il s'agit d'une égalité statutaire, mais aussi d'une égalité fonctionnelle, ce qui est une aberration. Et il ne s'agit pas là d'un discours machiste ou que sais-je encore, il s'agit d'un discours qui s'inspire, qui se base sur la réalité des faits. Et pour vous faire comprendre cela, je l'utilise toujours. Vous considérez un père et sa progéniture, une mère et son enfant. Le père et l'enfant, bien entendu, sont égaux. Ils sont égaux en ceci qu'ils ont exactement la même dignité. C'est deux êtres humains. Mais il faudrait être damné ou complètement fou pour croire qu'en réalité, entre le père et son enfant de 2 ans, de 4 ans, de 2 mois, il existerait une égalité fonctionnelle. Il faudrait simplement être soit stupide, extrêmement stupide, peut-être d'aider en fait, ce que cette madame Tutu Lecoq n'est pas, ou alors simplement il faudra être damné, tout simplement. Il y a une égalité, certes, mais on doit préciser, on doit faire comprendre aux jeunes qu'il ne s'agit que c'est une égalité statutaire. Ils sont égaux en dignité. Chaque être humain doit être respecté, doit être apprécié pour ce qu'il est, en qualité de fils de l'Éternel. Seulement, il y a une répartition fonctionnelle qui crée justement une complémentarité qui,
au fil du temps, créer une symbiose parfaite, devrait créer une symbiose parfaite. Et en bossant là-dessus, du coup, je me suis rendu compte de plein de choses. La question, c'est alors savoir faire le ménage, mais a priori, maintenant, tout le monde sait servir d'un aspirateur. C'est la question de faire à temps. J'aime bien que ce soit fait assez vite, alors que mon conjoint va dire « ouais, ça peut être fait plus tard », donc on n'a pas le même rapport à la temporalité. Mais bien sûr que l'homme et la femme ont un rapport différent à la temporalité, évidemment, c'est vrai. Mais de quelle façon? Pourquoi Madame Tutu Lecoq a de la peine justement à tolérer ou bien à accepter que justement son époux veuille faire les choses pas, disons, avec le même degré de perfection, ou alors pas dans les mêmes délais de temps. Simplement parce que son degré de temporalité, c'est-à-dire sa perception, sa conception de la temporalité, se limite à quoi? Au présent, exactement comme la plupart des gynophores. Vous savez, elles ont de sérieuses difficultés à voir au-delà du bout de leur nez. Là, elles sont ancrées dans le présent, dans l'immédiat. Et sur ce point, elles sont justement, dans une certaine mesure, nous n'allons pas dire limitées, un peu quand même. Lorsqu'elle dit qu'elle a un rapport différent à la temporalité, c'est bien entendu parce que justement, elles sont tellement ancrées dans le présent, dans leur matérialité, qu'en réalité, elles ont de la peine, elles ont de sérieuses difficultés à se projeter au-delà, justement, de ce qui les entoure, des choses, justement, que les ondophores, de leur côté, considèrent comme des futilités, en fait. Comme des futilités. Et pourquoi les androphores, pourquoi l'androphore considère que faire ci ou ça, ou faire le ménage à temps, ou bien d'une certaine façon, avec un certain degré de perfection, ce sera une futilité, c'est pas si important que ça? Parce qu'il se projette dans le futur, parce qu'il voit vraiment plus loin. Il se projette sur 1 an, 2 ans, 3 ans, certains une semaine, mais c'est déjà bon pour un début. Sur 5 ans, sur 10 ans, il voit plus loin. Du coup, il comprend assez clairement que se focaliser sur la couleur de son divan, ou alors sur la présence ou non de décoration florale sur son, sur son mur, il s'en balance complètement, je dirais, il s'en balance complètement laissé de cela. Pourquoi? Parce qu'il est plus important. À côté de cela, on pourrait aussi dire qu'au-delà, sans avoir besoin de considérer le fait de la projection dans un futur très éloigné, il y a le fait que revenu du boulot, le gars, il est fatigué, il est épuisé, et il ne pense qu'à une seule chose. Il comprend assez clairement qu'il a besoin de se détendre. De toute façon, l'organisme le lui impose. Il a besoin de se détendre, de se reposer. Pourquoi? Parce que le lendemain, il recommence justement, il se jette encore, il va à la chasse pour pourvoir aux besoins de sa petite famille. Et évidemment, ce sont des précisions que Madame Tutu Lecoq ne se dénierait pas de faire, parce qu'elle a besoin justement de soutenir un discours trompeur qui utilise des éléments de la vérité, mais avec un grand pourcentage de mensonges. Un rapport différent à la temporalité, vrai, absolument vrai. Je veux dire, les endophores et les gynophores ont un rapport différent à la temporalité, mais de quelle façon? Les gynophores, elles, sont limitées, sont ancrées dans leur présent, tellement ancrées dans la matérialité qu'elles ont de la peine à voir au-delà de ce qui les entoure immédiatement. Et en cela, lorsque je dis cela, ce n'est pas, nous ne leur reprochons pas, parce que l'Éternel les a conçus comme ça, disons les gynophores. Et il y a de bonnes raisons pour cela. Imaginez à qui servirait par exemple le fait de vivre dans l'insouciance. Imaginez quelles sont les autres personnes qui se limitent, qui ne vivent que dans leur présent, dans l'immédiateté. Vous avez compris. Les enfants, exactement. Les enfants sont ces autres humains qui ont des difficultés à se projeter dans le temps. Une autre raison pour laquelle, un autre élément qui nous fait comprendre que mieux que l'androphore, entre guillemets, je veux dire entre guillemets à partir de mieux, parce qu'après c'est encore à revoir. De toute façon, cela nous fait comprendre que des deux entités que sont l'androphore et la gynophore, elle a été celle qui a été
comment on dit, prédisposé pour être plus proche de la progéniture, et pour des raisons métaphysiques, spirituelles, que je vous explique dans les fondements de l'union sexuelle, dans les fondements métaphysiques de l'union sexuelle. On n'a pas les mêmes normes ménagères et on n'habite pas non plus l'espace de la maison de la même manière. Idem, ici, bien sûr que nous n'avons pas les mêmes normes ménagères. Bien sûr que nous n'avons pas, nous n'habitons pas l'espace de la même façon. Absolument pas. Les mêmes normes ménagères, elles tendent à être plus méticuleuses, plus précises que les endophores, non pas parce que les endophores seraient incapables de précision ou de méticulosité, simplement parce qu'ils n'y accordent pas de l'importance. Mais alors, pas du tout. Ils sont projetés vers l'avenir, vers leur spiritualité. Tout simplement. Ce n'est pas parce qu'elle serait si bonne, si préparée, elle serait si précise et méticuleuse qu'elles en seraient arrivées à développer une capacité de précision et de méticulosité supérieure à celle des endophores. Absolument pas. C'est simplement parce qu'elles sont ancrées dans leur matérialité. Et c'est tout. Habiter l'espace de la même façon, idem. Aucun homme, rarement les hommes, les endophores se disent je dois vivre. La plupart des endophores se contenteraient, et vous pouvez justement le confirmer, vous qui êtes des endophores, se contenteraient vraiment en réalité de très, mais alors de très très peu, c'est-à-dire d'un studio, de quelque chose de très modeste. La plupart des dépenses des ménages sont initiées par les gynophores, par les épouses, et pas toujours pour des choses qui sont indispensables. Alors je pense que le fait d'accepter de s'engueuler sur les tâches ménagères a quelque chose de libérateur. Comprenez par là une telle engueulade qui, bien entendu, surfe sur un discours mensonger, un discours qui est accepté dans la société. Une telle engueulade, justement, me permet de gagner en pouvoir, me permet de commencer à réclamer une injustice, comme elle le dira après, une injustice ou inégalité illusoire, me permettra après de justifier de certains égarements que je pourrais tranquillement mettre sur le compte d'une frustration qui est survenue, dont la cause était le fait que ce n'était que moi qui m'occupais des 2/3 du ménage, alors qu'en réalité, à la base, c'est une fonction qui m'est échue, qui m'échoit assez naturellement, assez spontanément, comme elle le dit, de façon instinctive. Lorsque Madame Tutu Lecoq exprime ses revendications, lorsqu'elle affirme qu'en fait il s'agit d'un sujet réel, et ça mérite d'être un sujet qui mérite d'être abordé, je paraphrase là, en fait c'est la gynophore qui tient ce discours est simplement en train déjà de préparer son argumentaire pour la procédure de divorce qui s'en viendra. Elle est simplement en train de rassembler des arguments qu'elle pourra justement faire valoir pour vous foutre à la porte. Ou bien, à défaut de vous foutre à la porte, ce qui est très souvent le cas, c'est les éléments qu'elle utilisera pour vous faire chanter. Vous aurez intérêt justement à obtempérer à chaque fois qu'elle aura qu'une saute d'humeur, la poussera à vous demander un joli petit caillou, à l'amener en voyage. Gare à vous si vous n'obtempérez pas. Elle qui fait les 2/3 du ménage, elle qui ci, elle qui ça, simplement terrible. Déjà, ça veut dire qu'on considère que c'est un vrai sujet qui mérite une engueulade. Oui, c'est une vraie injustice et une vraie inégalité, et on va faire attention. C'est-à-dire que moi, je peux facilement être féministe sur Internet, dans la rue, à plein de choses, mais une fois la porte de la maison fermée, est-ce qu'on continue à vivre en accord avec ces principes ? Vivre en accord avec ces principes, les principes féministes, qui sont des principes mensongers. Évidemment, simplement impossible. On ne saurait vivre avec des principes féministes. Pourquoi ? Parce que c'est des principes mensongers, pour la plupart. Et l'individu aura beau, la gynophore aura beau se convaincre ou bien s'hypnotiser, s'auto-hypnotiser, se convaincre justement qu'elle est en train de lutter pour rectifier une soi-disant
inégalité, mais il n'en demeurera pas moins qu'en fait, c'est des principes qui sont principalement mensongers. Le résultat, après, c'est quoi? C'est des fractures, c'est la destruction justement de leur psyché, c'est des troubles mentaux qui ne sont pas toujours visibles. C'est la dépression, c'est la schizophrénie, c'est l'hystérie, et c'est toutes ces horreurs que l'on peut voir justement dans la société lorsqu'on voit ce qu'elles sont devenues. Et qui en paye les frais en général, c'est les androphores. Les androphores, et plus grave encore, la progéniture. La progéniture. Pourquoi? Parce qu'après, on revient à la maison, on a bourré le crâne justement, c'est bourré le crâne de ces principes mensongers, et du coup on se met à vivre des inégalités qui sont en réalité illusoires, en ignorant justement les efforts qui de l'autre côté sont fournis par l'androphore, en faisant fi du fait qu'en réalité, peut-être qu'il contribue, la plupart du temps de toute façon, il contribue en majorité justement aux dépenses du ménage, il est toujours là, il est toujours présent, il doit s'échiner chaque jour pour pourvoir aux besoins de sa famille. On oublie assez facilement que c'est les androphores qui font le gros justement de la construction de la société, qui font le gros justement des tâches lourdes qui font avancer la société. La plupart du temps. Ce n'est pas un hasard si la plupart des maçons sont des androphores. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si la plupart des mécaniciens sont des androphores. Faites une petite visite dans n'importe quel port de n'importe quelle ville. Vous verrez que la plupart des chargeurs, de manutentionnaires, de ci, de ça, c'est-à-dire des gars qui font du lourd, c'est des androphores, mes chers amis, c'est des androphores. Allez donc visiter des plateformes d'extraction, d'exploitation de pétrole. Vous y verrez des androphores la plupart du temps. Seulement, elles sont là, elles trouvent que ce serait une inégalité, une injustice réelle que leur soient réservées justement les tâches, c'est-à-dire une mission qui est relativement simple et facile, en fait très facile, c'est-à-dire prendre soin du ménage, par exemple. Elle trouve que ce serait une injustice. Là, on a affaire à quelque chose de monstrueux. Bon, mais de toute façon, c'est pas une nouveauté. Parlant de féminisme, c'est pas une nouveauté. Et quand on est dans une histoire d'amour, les principes, très vite, on les oublie, on fait « ouais, c'est pas grave, je l'aime ». L'amour de son conjoint et après l'amour des enfants, c'est vraiment des prétextes pour déroger à l'égalité. Là, en écoutant ce discours sur l'amour du conjoint, sur l'amour des enfants, la gynophore moyenne, ou même certains androphores, se diront, là, elle est en train de dire des trucs profonds. Et pourtant, elle est en train de les manipuler en juxtaposant deux éléments qui sont quelque part, qui constituent, je dirais presque, un oxymore, c'est-à-dire l'amour de son conjoint et l'amour des enfants. L'amour des enfants, nous savons, oui, avec le temps, elles sont capables de développer cet amour-là. Il n'est pas là a priori. Quant à l'amour du conjoint, bien sûr que non. Vous savez qu'il n'a jamais été présent. À la limite, c'est de l'affection, un certain attachement. Et dans le meilleur des cas, dans les pires des cas, comme c'est le cas justement, très probablement pour cette madame Tutu Lecoq, c'est tout simplement un préalable tactique. Lorsqu'elle dit que par amour, elles sont capables d'oublier leurs principes féministes. Non. C'est tout juste qu'elles comprennent que quelque part, il y a l'horloge biologique qui dit, là, tu dois procréer. Et là encore, c'est celles qui ont, dans une certaine mesure, préservé un peu d'harmonie, leur instinct. Un tout petit peu. Et beaucoup, justement, réussissent à détruire complètement, à faire taire cette horloge biologique qui les amène, qui les pousse à procréer. Donc, lorsqu'elle dit que par amour pour son conjoint, elles sont capables d'oublier leurs principes, non, bien sûr qu'elles ne les oublient pas, mais alors pas du tout. Elles les mettent tout simplement comme ça, en arrière-plan, en background, dans leur esprit, le temps, justement, d'obtenir justement de faire des enfants, de calmer l'horloge biologique en procréant, ou bien encore plus intéressant, de
de happer, d'attraper, de prendre au piège quelques manias, quelques hommes friqués que justement elle mettra, qu'elle fera emprisonner, elle mettra dans une sorte de carcan en leur donnant justement des enfants justement après qu'elle pourra utiliser comme argument principal pour utiliser la peau des bourses de ces hommes pour se faire des sacs à main, carrément. Mais oui, en réalité, là, d'un côté, l'amour du conjoint, c'est un mensonge, cet amour n'est jamais présent, c'est de l'affection surtout, et elle juxtapose ce discours, cet élément, cet argument à l'amour des enfants pour justement brouiller les pistes en réalité, pour que l'on ne comprenne pas qu'en réalité il s'agit là d'un plan bien ficelé pour s'octroyer, pour acquérir justement autant de matériel, autant de pouvoir, entre guillemets, que faire se peut. Elles n'oublient pas leurs principes, parce que leurs principes seront toujours... La société, de toute façon, les leur rappelle permanemment. Et à côté, il y a l'essence, justement, de la gynophore qui est, étant ancrée dans sa matérialité, est beaucoup plus proche du Seigneur ténébreux que l'androphore. Donc, tenez-vous tranquille qu'elles disent que l'amour pour le conjoint, parfois, leur fait oublier et fait oublier leur soi-disant principe. En réalité, c'est un mensonge. Elles les mettent simplement en pause le temps de calmer leur instinct. Parce qu'après, elles savent parfaitement que, bon, le temps de faire 2-3 mômes et au besoin de m'assurer une autre entrée financière, je pourrais toujours après demander le divorce. Les tribunaux ne le leur octroient que très volontiers. Et se mettre à nouveau en valeur, c'est-à-dire se remettre sur le marché pour continuer les études d'anatomie du piquet. Et ça, c'est terrible. Et particulièrement sur les enfants, moi j'ai fait l'expérience de mon gamin malade que je ne voulais pas emmener chez le pédiatre parce que c'était tout le temps à moi de l'emmener chez le pédiatre. J'ai dit à son père, tu t'en charges. Il ne l'a pas fait à temps. Le gamin a fini avec un tympan percé quand même. Et alors là, c'est la plus belle. Le féminisme dans toute sa monstruosité. Là, pratiquement, vous avez une dame, une gynophore, Madame Tutu Lecoq, qui a choisi délibérément de laisser sa progéniture, son enfant, avoir un tympan percé, perforé, simplement parce qu'elle a choisi délibérément de ne pas l'amener chez le médecin, l'otorino, j'imagine, simplement parce que ce n'était pas son tour. Mon Dieu, d'où Jésus? C'est simplement terrible, n'est-ce pas, mes chers amis? Donc là, vu que ce n'était pas son tour, il fallait que ce soit là. C'est-à-dire l'enfant, on peut imaginer que l'enfant probablement avait déjà un certain malaise qu'elle pouvait voir, qu'elle pouvait discerner, mais non, elle le laisse souffrir simplement parce que ce n'était pas son tour. Le papa qui ne l'a pas fait à temps, évidemment, nous n'allons pas le dédouaner, mais on pourrait dire que avec le boulot qui en général est certainement chez l'androphore est très souvent plus lourd, ou même lorsqu'il s'agit du même boulot est plus intense. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes définissent leur valeur, disons, chez la plupart des hommes, leur valeur propre, sociale et tout, est tributaire justement de la tâche de leur emploi, de leur travail. Et c'est quelque chose de naturel, c'est même quelque chose de noble. Donc on pourrait bien imaginer que le gars, il avait la tête ailleurs, il était préoccupé par je ne sais pas quoi, il peut avoir, et justement, il lui dit, il ne l'a pas fait à temps. Donc il y pensait quand même, sauf qu'à côté, il y avait beaucoup d'autres choses qui occupaient son esprit. Pas pour le dédouaner, mais il s'agit de quelque chose, c'est un élément valable. Et c'est pour cette raison, justement, que l'Éternel a prévu que ce soit la gynophore qui, la plupart du temps, passe, l'une des raisons, qui, la plupart du temps, passe, prennent soin de la progéniture. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce sont les gynophores et non les androphores qui donnent la vie, mes chers amis. Seulement là, vous avez une qui a tellement massacré, qui a tellement diminué, amenuisé son instinct maternel à force de principes féministes mensongers,
qu'elle en est capable de regarder, de voir sa progéniture souffrir, mais d'être indifférente au nom de quoi? Au nom d'une connerie qui pourtant n'est qu'un amas de mensonges. Elle laisse, et vous savez, le plus terrible, c'est aussi la froideur avec laquelle elle le dit. L'enfant, elle a laissé, c'était pas son tour. C'était pas son tour. Et le papa, il n'a pas fait à temps, et l'enfant, il a eu un tympan perforé, percé. Voilà, c'était pas son tour. Hurrah, hurrah, la justice est rétablie. Et sauf que celui qui en paie le prix, c'est un gamin. C'est le môme. Terrible, effarant, quoi. La crèche qui m'a appelé pour dire ah, il est exclu, etc. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Donc, vous entendez ça, mes chers amis? Est-ce que vous entendez cela? Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais c'était pas mon tour. C'est bien ce qu'elle a dit. Réécoutons un instant pour nous rassurer justement que c'est bien ce qu'elle a dit. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Donc, eh oui, c'est bien ça. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Vous voyez la froideur avec laquelle une mère est capable de dire, d'affirmer comme ça, en face d'une caméra, c'est-à-dire qu'elle s'adresse au monde, elle dit elle raconte une horreur dont elle est parfaitement consciente, elle assume fièrement. Ce que j'ai fait, c'était pas mon tour. Ce que j'ai fait, c'est horrible, pardon, mais c'était pas mon tour. Vous imaginez bien un scénario tel que, je sais pas, une dame, disons, dans une réalité, dans un monde dominé par le féminisme. Alors, madame Tia la poule, bonjour, pourquoi vous avez laissé votre rejeton comme ça mourir de cet appendicite, péritonie ou que sais-je encore? Pourquoi vous l'avez laissé mourir? Pourtant, vous pouviez très bien voir qu'il était en train de se plier, de se tordre de douleur. Pourquoi vous ne l'avez pas amené aux urgences le plus rapidement possible? Elle dira simplement, c'était pas mon tour. Oui, il souffrait, le gamin, il se tordait, il pleurait, il criait, il disait maman, mais c'était pas mon tour. Voilà, c'était pas mon tour. C'était pas mon tour. Tout simplement, c'était pas mon tour. Voilà. D'où Jésus. Je me rappelle l'abonné, la personne qui m'avait envoyé ce lien à l'époque, et j'espère que je ne me rappelle plus de qui il s'agit. J'espère qu'elle m'écoute toujours, que cet abonné m'écoute, qu'il est toujours là. Justement, il avait attiré l'attention. Bon, pas qu'il y ait besoin d'attirer l'attention pour s'en rendre compte, mais justement, il avait souligné cet élément de froideur, d'indifférence avec laquelle cette dame parle de cette horreur dont elle était la principale protagoniste, avec un enfant comme victime. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais c'était pas mon tour. Cet enfant aurait pu perdre Louis comme ça, à cause de cela. Peut-être qu'il aurait même pu perdre la vie. On ne sait jamais. Seulement, elle le raconte comme ça. Pourtant, vous savez, parfois, on commet ça peut arriver des négligences qui après sont fatales. Il y en a justement que, parfois, vous commettez une négligence, mais fort heureusement, vous avez la chance d'éviter le pire. Seulement, après, vous évitez même d'en parler. Vous évitez de parler, de commenter justement une telle négligence qui aurait pu être fatale, non pas à vous, mais carrément à un être innocent. Vous évitez d'en parler. Mais là, vous avez cette dame qui en parle comme ça, tout fièrement. C'est un choix qu'elle a fait, un choix qui aurait très bien pu être fatal à son propre enfant, mais elle ne trouve pas que de toutes les occasions de se taire, qu'en fait, celle-ci aurait été vraiment l'une des tops, parmi les top 3. Et vous savez, très souvent, lorsqu'on parle des monstres, lorsque les textes anciens parlent des monstres qui seraient nés
en cette période, en ce tournant historique dans l'histoire de l'humanité, très souvent on tente à croire qu'il s'agirait de ces monstres qu'on voit dans des films d'horreur, des individus à trois têtes, des cyclopes et des choses du genre. Et pourtant, c'est tout autre que cela. Il y a parmi les humains que l'on rencontre chaque jour, que l'on croit être des personnes parfaitement décentes, il y en a qui sont littéralement des monstres. Et vous pouvez voir, et de toute façon, à chacun de tirer ses conclusions, mais beaucoup de ces monstres, parfois, tels qu'ils nous apparaissent, ils apparaissent avec, ils ont une apparence qui est exactement l'opposé, disons, de ce qu'ils sont dans le fond. Ils peuvent être très beaux physiquement, ils peuvent être symétriques. Et je crois que là, vous avez un exemple simplement très parlant. Très parlant. Il a eu le tympan percé, perforé. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais c'était pas mon tour. D'où Jésus. Donc j'ai pas lâché, mais je pense que pour beaucoup de mères, il y a quand même l'idée, ouais, si je le fais pas et que mon gamin souffre, parce que moi en l'occurrence il souffrait, bah oui, mon rôle de mère c'est d'agir. Mais je pense non, il faut pas. Résultat maintenant, sur les visites chez le pédiatre, on est nickel. Et là, la tutu, elle continue, quoi. Elle en remet une autre dose. L'enfant, il souffrait, mais maintenant, on est nickel sur les visites. J'imagine que Monsieur Landrefort, bon là, je ris, mais beaucoup de compassion à son égard, mais plus encore à l'égard de cet enfant. Et là, j'imagine j'espère au moins qu'il s'est rendu compte, qu'il a compris qu'en réalité, ici, le faux pas n'était peut-être pas ça, le fait qu'il ait été, soi-disant, négligent, entre guillemets, parce qu'ici, il ne s'agit pas en réalité de négligence, pas exactement de négligence, mais le vrai faux pas qu'il a commis, c'est tout simplement d'avoir cédé à l'époque, d'avoir cédé justement au charme de cette entité, de cet être, de cette dame, de cette gynophore. Probablement parce qu'elle a su elle a su jouer son jeu. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, elle prétendra avoir oublié ses principes féministes parce que l'amour de son conjoint, et pourtant ce n'est que de la stratégie. Ce n'est que de la stratégie. Au moins, on espère que les gars, qu'il s'est rendu compte, qu'il a compris qu'en fait, l'être qu'il a épousé est un être acquis carrément au Seigneur ténébreux. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais c'était pas mon tour. Elles appellent ça de la libération. Non, c'est surtout de la rébellion à l'égard du Créateur. C'est pas de la libération, c'est de la rébellion. Tant que la maison restera un domaine féminin, il y a une ambivalence qui fait que les femmes n'arriveront pas à prendre complètement leur place dans le reste de la société. Les femmes ont toujours eu leur place dans la société. Leur vraie place, qui est celle justement d'être les maîtresses du temple de la maison. Non pas parce que ce serait quelque chose, un rôle ou bien une fonction secondaire. Absolument pas, ça ne l'est pas. En réalité, c'est en gouvernant justement le temple de la maison qu'elles reprennent, qu'elles exercent le mieux leur pouvoir réel, qui devrait être celui justement de manifester, d'inculquer à la progéniture ces idéaux qui sont promus par le père, des idéaux, le père, je veux dire Landrefort, l'époux, des idéaux qui, idéalement, devraient être inspirés de la sagesse divine, du service du Créateur. C'est de cela qu'il s'agit, c'est là que se trouve le vrai pouvoir, la vraie place justement des gynophores, du moins celles qui comprennent justement. Et ce qu'elle entend par la place des femmes dans la société, elle veut dire là la place des femmes dans le monde, c'est-à-dire dans le monde extérieur. Et là, c'est une stratégie, croyez-moi, mes chers amis, c'est tout simplement Iblis à l'œuvre. Parce qu'en fait, en les amenant, les encourageant à sortir, à abandonner le temple de la maison, ça signifie quoi? Ça signifie que
la descendance, les enfants, ils sont laissés seuls, ils sont abandonnés. À un moment de leur vie où ils sont le plus malléables, le plus influençables. Et qui s'occupe de leur éducation à ce point? La télévision. La télévision, c'est-à-dire des idoles qu'on voit, que l'on y voit, tous ces individus pervers, tous ces individus à la moralité douteuse que l'on voit à la télévision, tandis qu'elle est dehors dans le monde extérieur justement à faire la guerre à d'autres hommes, C'est de cette façon qu'elles perdent vraiment leur pouvoir, à faire la guerre aux hommes de quelle façon? Pas seulement pas seulement dans le domaine du travail, mais aussi par cet esprit de Jézabel qui les caractérise aujourd'hui, à détruire justement les hommes, d'autres hommes, de nombreux autres hommes, à travers les comportements comme leurs études en anatomie du piquet. Et c'est vraiment tragique. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que après, les enfants, ils sont complètement détruits, psychologiquement et physiquement aussi. Ils deviennent faibles, complètement faibles. Ils grandissent pour devenir soit des délinquants, agressifs, parce qu'ils n'ont pas, personne ne leur a jamais appris aucune discipline, ou alors ils deviennent l'exact contraire. Ils se mettent à émuler maman, pour devenir quoi? Pour devenir quoi? Des anophiles. Du coup, après, on comprendra. C'est le moment idéal pour leur introduire des discours sur la théorie du genre, pour leur dire qu'en fait, leur genre doit être fluide, ainsi que leur sexualité, parce que dans le fond, patati, tous ces discours, tout ce baratin purement luciférien, qui, grâce à des personnes comme Madame Tutu Lecoq sont en train ont le vent en poupe carrément aujourd'hui. Mais non, il faudrait que ces personnes comprennent qu'elles rencontreront sur leur route justement les résidents de la commune de Conseillonne. Si on est celle qui fait toutes les tâches ménagères à la maison, ou les 2/3, on est aussi celle qui ne sera pas écoutée en réunion de travail et celle qui n'osera pas dire « en fait, j'aimerais une promotion, je veux renégocier mon contrat ». Là, le discours, disons, parallèle, subliminal qu'elle essaye de passer aux masses, aux gynophores, c'est quoi? C'est en fait, si vous gagnez, vous savez, leur raisonnement sur l'égalité salariale. Vous savez, vous, les femmes, si vous gagnez moins que les androphores, ce n'est pas parce que vous fournissez moins d'efforts, c'est surtout parce qu'au final, à la maison, vous faites les 2/3 du ménage. Et vous verrez justement les gynophores comme à leur habitude. Bon, à la base, c'est une caractéristique humaine, mais qui est justement, dans une certaine mesure, carrément amplifiée chez les gynophores. À l'écoute de ce discours, elles diront, ben oui, peut-être qu'au final, c'est bien ça. Vous savez, dans ma société, dans l'entreprise pour laquelle je bosse, il y a des hommes, ils gagnent carrément environ 400 € plus que moi. Oui, d'accord, ils font environ 10 heures plus que moi parce que je dois rentrer, parce que la famille, je dois prendre des congés de maternité, je dois ci, je dois ça. Ils produisent peut-être même beaucoup plus que moi, mais après, non, c'est probablement parce que le connard que j'ai à la maison, il me fait faire les 2/3 des tâches ménagères. Vous voyez, mes chers amis, c'est fou, quoi. C'est simplement immonde ce que ces féministes font. La première solution, enfin qui n'est pas une solution mais c'est la première étape, c'est prendre conscience des choses. Et pour ça, je pense qu'il y a des applications sur Internet, sur les téléphones qui existent pour mesurer son temps de travail et tout. Il faut mesurer son temps de travail ménager. Mesurer son temps de travail ménager, a.k.a. Trouver d'autres bonnes raisons pour stresser leur conjoint, leur mari, et au final avoir de bonnes raisons justement de divorcer et se faire une autre entrée financière. Écoutez des conseils qu'une féministe, les conseils, les suggestions qu'une personne donne à des masses. Vous imaginez des scénarios du genre, le monsieur qui rentrera chez lui et qui dira mais
Mon amour, pourquoi il y a tant de désordre? Pourquoi c'est ici? Pourquoi, bah, tu sais, je suis pas censé être le seul à faire le ménage. Moi, j'ai fait ce que je veux. Aujourd'hui, déjà, j'étais préparé à manger. Préparé, bon. Et lorsqu'elle dit j'étais préparé à manger, c'est elle a commandé des pizzas, probablement avec votre carte de crédit, ou alors elle a réchauffé simplement des plats préconfectionnés. Là, bah, le temps de les confectionner, le temps de les réchauffer en réalité, elle les a mis au four, au micro-ondes. En 30 minutes, ils étaient chauds. Seulement, elle était en train de regarder les dernières nouveautés sur Kim Kardashian. Bon, après, ça a pris quelque chose comme 1 heure, 2 heures. Bah, peut-être quelque part, c'est déjà assez pour son temps de travail. C'est l'application qui le lui a dit. Et de toute façon, vous savez qu'elles, dans leur esprit, elles sont capables de plier, de twist, de plier la réalité autant qu'elles le désirent pour faire qu'elle corresponde à leur vision complètement fourvoyée de la réalité. Et c'est précisément ce qu'est en train de faire cette Madame Tutu Lecoq. Sauf que non contente justement de patauger dans un tel vomi, elle voudrait aussi voir d'autres gynophores dans le monde justement à vivre la même décrépitude morale. Parce qu'on en fait beaucoup plus qu'on ne s'en rend compte. Les hommes ont l'impression d'en faire plus qu'ils n'en font et les femmes ont l'impression d'en faire moins qu'elles n'en font. Non, Madame Tutu Lecoq. Non, simplement non. Les hommes, aujourd'hui, vraiment, en ce qui concerne les travaux ménagers, font plus que ce qu'ils voudraient faire. Même si ce plus-là, en réalité, même si ce qu'ils font en termes de travaux ménagers, ça reste toujours très très limité. Et justement, ils n'y trouvent absolument rien de mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres priorités. Justement, aujourd'hui, on trouve des endroits qui disent « Ok, on va pas se mettre à en faire un drame si elles veulent qu'on leur donne un coup de main, mais pourquoi pas ?» À la base, ils n'ont vraiment, rassurez-vous, ils n'ont pas l'impression de faire dans la réalité, de faire plus qu'ils ne devraient le faire. Ils n'ont vraiment pas cette impression. Ils savent qu'en termes de travaux ménagers, ils ne font que très peu. Puisque de toute façon, ils ne voudraient pas le faire parce qu'en réalité, ce n'est vraiment pas leur priorité. La plupart des androphores préféreraient s'accomplir professionnellement, trouver quelqu'un qu'ils paieraient pour faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que leur esprit en général est loin, est dans les cieux, tourné vers leur spiritualité, vers leur idéologie et ce que vous voulez. Par contre, les gynophores aujourd'hui, en réalité, font vraiment moins qu'elles devraient. Ce n'est pas une impression. Elles font vraiment de loin moins que ce qu'elles devraient, que ce que leur instinct voudrait qu'elles fassent en réalité. Parce que dire que faire moins, de loin moins que ce qu'elle devrait, c'est comme on aurait l'impression qu'il y aurait un standard qui aurait été fixé, bien entendu, par le patriarcat, un standard auquel elle devrait aspirer, mais en réalité, ce standard-là a été fixé, c'est leur instinct, c'est-à-dire par le Créateur. C'est leur instinct qu'ils voudraient que spontanément, qu'elles réagissent justement à des chaussettes abandonnées comme ça, qu'instinctivement, elles procréent. Et puis bon, instinctivement, biologiquement même, ce sont elles qui ont l'utérus. Seulement aujourd'hui, entraînées justement à l'idéologie féministe, elles sont devenues des super fainéantes qui, pour peu qu'elles réchauffent un plat préconfectionné, croient qu'elles ont accompli une prouesse culinaire, quoi. C'est-à-dire les plats déjà faits. À la limite, il y en a même qui, pour avoir commandé un plat déjà cuisiné et tout, elles vous diront que elle s'est donné la peine de penser à votre dîner alors que vous étiez au travail. Elle a ordonné, elle a commandé quelque chose à manger. Et vous arrivez là, vous ne daignez même pas lui rapporter un petit caillou. Donc, lorsqu'elle dit que les femmes ont l'impression de faire moins que ce qu'elles font vraiment, en fait, c'est qu'elles le font vraiment moins. C'est leur instinct qui leur fait comprendre que justement, aujourd'hui, elles sont devenues des bonnes à rien. Elles ne savent pas cuisiner, elles ne savent pas
coudre, elles ne savent pas broder. Peut-être qu'il faudrait que je m'arrête avant que quelques féministes ne décident de s'attaquer à moi. Bref, il y a beaucoup de choses qu'elles ne savent simplement pas faire. Tandis que les androphores, qui eux, de toute façon, savaient déjà faire ces nombreuses choses, mais, comment dire, font bien plus qu'ils ne voudraient en réalité. La plupart des hommes ne voudraient pas être là, justement, en train de faire le ménage ici et ça, pas parce que ça les amuse de vivre dans un environnement, disons, pas propre ou pas ordonné. Non, bien sûr que non. C'est la plupart du temps parce qu'ils ont l'esprit ailleurs, ils ont l'esprit dans leurs travaux, dans leurs recherches. Et même malgré cela, en réalité, très souvent, n'eût été le travail de propagande, de destruction, de féminisation des jeunes hommes aujourd'hui, n'eût été les attaques qui sont perpétrées contre la virilité, contre les hommes, contre leur masculinité, on ne trouverait pas justement ces jeunes enfants, ces jeunes hommes qui sont quelque part perdus, qui n'ont pas de repères, qui se retrouvent justement à se replier sur l'univers digital pour essayer d'oublier la réalité qui les entoure. Donc, malgré ce peu de disposition des androphores justement à s'adonner aux travaux ménagers, si leur père, si leur masculinité n'était pas attaquée, si leur père se donnait la peine de leur enseigner la discipline qu'il faut, l'ordre, il l'établirait assez simplement, assez spontanément, naturellement, quoi. Pourquoi ? Parce que la plupart, tout homme qui travaille justement, qui comprend l'importance de la discipline, comprend aussi automatiquement qu'il est bien, qu'il est favorable à l'esprit justement de travailler dans un cadre ordonné, Après, pour la cuisine par contre, pour la cuisine ou bien pour le linge, il trouverait tout simplement quelqu'un qui le ferait, ou mieux encore, quelqu'une. Et comment on peut rééquilibrer les choses. Et il faut aussi apprendre à se faire confiance. Il faut que souvent la femme ne fait pas confiance à l'homme parce que ce ne sera pas bien fait, etc. Il faut accepter que ce ne sera pas fait comme elle l'aurait fait. Donc il faut négocier ensemble ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Là, Madame Tutu Lecoq est en train d'utiliser un argument, une stratégie qui est typique, qui est propre au féminisme. C'est-à-dire que cette tendance justement à essayer, très commune aujourd'hui, qui fait partie de leur arsenal de propagande, qui consiste à essayer, dans une certaine mesure, d'infantiliser, d'avilir les hommes dans leur capacité. C'est-à-dire qu'elle croit, elle se dit, elle essaye de faire passer l'idée selon laquelle là il faudrait négocier, accepter le fait que simplement les hommes sont si bêtes, si cons qu'ils seraient incapables de bien faire, du moins pas comme elle le ferait elle, de bien faire certaines choses telles que notamment les tâches ménagères. Et évidemment, c'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de la bêtise. Justement, à l'entendre, on dirait que justement, elle est simplement en train, il faudrait que les femmes, tout simplement, se résignent vu qu'elles ne font pas confiance à la façon, à la qualité, justement, du travail ménager des hommes, à comment elles accomplissent ces travaux-là. Il faudrait tout simplement qu'elles se résignent à l'idée que ce sera simplement pas bien fait, pas aussi bien fait qu'elle le ferait. Et là encore, mes chers amis, il s'agit d'un mensonge, d'un profond mensonge, dont le but est justement d'avilir les hommes. Un jeune homme qui écoute ça justement quelque part peut avoir l'impression d'être justement si incapable que faire une simple tâche ménagère serait hors de sa portée. Or, je tiens à vous rappeler, mes chers, vous savez, la formule introduite par Proudhon, pas introduite par Proudhon, formulée par lui, disons que puisqu'il s'agit de quelque chose, d'un phénomène observable, physique, il y a plus de puissance là où il y a plus de matière. Et les hommes, justement, ont quelque part une puissance d'action supérieure. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de matière. Ils ont été conçus ainsi. Ils sont physiquement dotés par le Créateur pour pouvoir produire plus d'action. Donc, en fait, c'est un mensonge que de dire que les femmes devraient se résigner ou bien devraient accepter
devrait accepter et se résigner à l'idée que les hommes ne pourront pas, ne pourraient pas faire accomplir les tâches ménagères aussi bien qu'elles le font elles. En fait, il s'agit de quelque chose de si simple, de si banal, que c'est simplement ridicule que de croire qu'un homme qui est capable de faire quelque chose de plus, qui requiert une puissance d'intellect ou une puissance physique de loin supérieure à cela, serait incapable de faire quelque chose de si simple. Je tiens à vous rappeler, mes chers amis, que les meilleurs maîtres dans l'art culinaire, en passant, c'est qui? C'est des androphores. C'est des androphores. Les meilleurs couturiers qui soient sur la face de cette terre, c'est quoi? C'est des androphores. Et si, par exemple, même le fait de procréer, de donner la vie, si les hommes avaient un utérus, ils seraient aussi les meilleures mères. Entre guillemets, disons comme ça sonne bizarre. Mais en fait, quelle que soit à l'exclusion des tâches qui sont spécifiques au gynophore, c'est-à-dire concevoir, porter dans ses entrailles la progéniture, quelles que soient les autres actions qui sont communes aux deux genres, tenez-vous tranquille, les androphores, lorsqu'ils le veulent, le feraient mieux, de loin mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux plus de puissance d'action, et ça je l'explique aussi dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Il le ferait mieux qu'elle. Si aujourd'hui, parfois on a l'impression que si madame croit qu'elle fait mieux les tâches ménagères, c'est parce que monsieur, lui, il la laisse le croire, tout simplement. Et parfois, même comme le dit Esther Villard, parfois il fait exprès, il feint, disons, d'être maladroit dans certaines tâches ménagères. Pourquoi? Parce que de cette façon, elle, au moins, elle a quelque chose de quoi être fière. Tout simplement. Tout simplement. Quant à dire qu'il ferait mal les tâches ménagères parce que c'est des hommes, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Ce n'est pas parce qu'ils seraient incapables de le faire mieux. En fait, ils sont très bien préparés pour mieux le faire. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Ils n'y mettent pas du cœur. Et pourquoi n'y mettraient-ils pas du cœur? Parce que leur esprit est tourné vers plus élevé que cela. Ils pensent à leur idéal. Ils pensent à leur créateur. Ils pensent justement à leur boulot. Leur esprit est complètement absorbé par ce qu'il y a de spirituel dans notre monde. Contrairement à elles qui, elles, sont ancrées dans leur matérialité. Revoyez donc la vidéo que j'ai faite sur les symboles, sur le miroir de Vénus, sur le vrai sens du miroir de Vénus et du bouclier de Mars. Et là, vous comprendrez mieux. Il faut éduquer différemment les enfants, mais en l'occurrence les petits garçons. Mais ça, c'est compliqué parce que moi, j'essaye de les rendre sensibles à ces questions-là. Ils savent que c'est un sujet important, mais en fait, je ne suis pas leur modèle. Ben forcément que les petits garçons ne voient pas dans leur mère leur modèle. Et fort heureusement. Pourquoi? Parce que c'est assez naturel. Et jusqu'à il y a quelque temps, jusqu'à avant l'introduction de cette connerie qu'est la théorie du genre, qui a détruit justement la perception assez naturelle et spontanée de beaucoup de jeunes garçons, tout jeune garçon, ici en l'occurrence, tout jeune garçon, comprend assez spontanément, naturellement, instinctivement, qu'en réalité, d'un point de vue ontologique, il est semblable à son père. Et il est quelque chose de différent de sa mère. Il le comprend assez naturellement. De même que la jeune fille comprend assez naturellement, instinctivement, spontanément, qu'ontologiquement, elle est semblable à sa mère et quelque chose de différent de son père, assez naturellement. Et c'est cette perception instinctive, cet instinct que justement la théorie du genre essaye d'éroder, de détruire, et pour les raisons que vous savez, les raisons liées à Baphomet. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Lorsqu'ils essaient justement de convaincre une école
à imposer par exemple le port à une certaine journée, un certain jour choisi pour la chose. Ils imposent aux jeunes garçons le port des jupes par quoi? Par empathie, je ne me rappelle plus des raisons ignobles qu'ils avançaient. En fait, c'est qu'ils essayent petit à petit de détruire justement cette perception, cette perception qui aujourd'hui encore assez naturelle, automatique chez la plupart des jeunes garçons. Assez automatique. Bien sûr que vous n'êtes pas leur modèle. Leur modèle doit être leur père, parce que c'est des jeunes garçons. De même que les mères devraient être les modèles des jeunes filles. Seulement, ils essayent de détruire la chose. Ils essayent comme vous le savez, l'un des buts ultimes du Seigneur ténébreux, c'est d'avoir une population dans laquelle il n'y aura pas de distinction de genre. On aura tout simplement des ordres d'androgynes qui ne seront pour les uns ni hommes ni femmes, ou tout simplement les deux à la fois. Et c'est ce qu'ils essayent de vendre dans la plupart de vos films à Hollywood. La plupart de vos stars d'Hollywood sont en réalité des andromèles et des gynomales. Et déjà, il y en a même ici que j'ai repéré dans le star system français. Je ne vais pas faire de nom pour l'instant, mais bon, je l'ai déjà fait dans quelques vidéos dans le passé. Et mes chers amis, vous faites bien d'être sensibles à ces questions-là. Et vous ferez encore mieux, justement, d'y prêter attention et d'y travailler. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre. Ils ne s'identifient pas à leur mère, ils s'identifient à leur père. Et du coup, si moi, je leur dis qu'il faut ranger, que c'est important, eh ben, c'est toujours une femme qui parle de rangement. C'est toujours une femme qui parle du rangement. Pourquoi? Parce que ça l'intéresse mieux. Elle y est plus sensible, en fait. Pourquoi serait-elle plus sensible au rangement? Peut-être parce que quelque part son instinct lui dit qu'elle devrait beaucoup plus se préoccuper de rangement et pas d'autre chose. Donc ça fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est qu'ils voient leur père, figure masculine, à quatre pattes, en train de nettoyer le sol, en train de faire un truc ménager. Là, par contre, vous avez un lapsus de Madame Tutu Lecoq, un lapsus très très intéressant qui dit, en réalité, comment dire, le sens, l'essence profonde de leur but visé, qui est celui justement de voir les hommes à quatre pattes. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des travaux ménagers peuvent très bien se faire dans une position verticale, que ce soit passer l'aspirateur ou bien nettoyer avec un chiffon ou que sais-je encore. Ça peut se faire debout, tout simplement. Seulement, elle a besoin d'utiliser cette image-là. C'est un lapsus, en fait. C'est son inconscient son subconscient qui s'est inséré, qui a fait une irruption, justement, dans son discours comme ça. Voir les hommes à quatre pattes. Parce que c'est dans leur programme d'avilir les hommes, les rendre forts, de les détruire. Voir les hommes, elle voudrait que ces enfants voient leur père à quatre pattes. Et si les enfants ne comprendraient pas, ne feraient pas de discours, disons, du moins d'un point de vue subconscient, où papa il est en train de faire le ménage, il est en train de nous enseigner la soi-disant égalité entre l'homme et la femme, une égalité qui est faussée, comme je le disais tantôt. Il serait en train de voir le papa à quatre pattes, ce qu'elle désire. Et peut-être avec le talon à aiguille de Madame Tutu Lecoq posé sur la nuque de leur papa. C'est ce qu'elle voudrait. Oh que non, mes chers amis. Oh que non. Et ça passe par là. Et je trouve ça très excitant, en fait, pour les pères de se dire on a une vraie responsabilité de modèle, quoi. Comme si les hommes ne le savaient pas, comme si les hommes ne savaient pas qu'ils avaient cette responsabilité d'être des modèles pour leurs enfants. En fait, si aujourd'hui cela semble ne pas être le cas, c'est simplement parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils sont complètement absorbés par une société qui veut absolument les broyer et des femmes justement qui veulent les mettre à quatre pattes. Des femmes comme Madame Tutu Lecoq. Les hommes le savent assez bien qu'ils doivent être des modèles pour leurs enfants, mais pas des modèles
des modèles de perversion ou qui inculquent des conneries telles que des théories du genre, le féminisme et autre chose à leurs enfants. Pas des modèles, pas des pères, ils ne doivent pas être des pères qui enseignent à leurs enfants, ils doivent être à quatre pattes sous le joug de quelques gynophores, de quelques Astartés, mais ce qu'ils doivent enseigner à leurs enfants, c'est la discipline, c'est la crainte de l'éternel. Bon, pas la crainte, l'amour, la quête de l'éternel, cette quête spirituelle à laquelle n'importe quel être humain devrait se dédier. Voilà ce que les hommes devraient enseigner à leurs enfants, en commençant justement par la discipline, cette distinction de rôle qui a été voulue par le Créateur. Et vous voyez un élément intéressant, c'est que Madame Tutu Lecoq, justement, là, c'est probablement encore un lapsus, elle dit c'est excitant de voir que les maris soient des modèles pour leurs enfants, des modèles à quatre pattes, d'après elle. Et puis, lorsqu'elle dit le choix du terme excitant, c'est encore, d'une certaine façon, un lapsus ou bien encore de la manipulation qu'elles font aujourd'hui assez naturellement. En fait, c'est le terme excitant dans nos esprits se déclenche, disons, le registre de l'interaction sexuelle, de la sexualité. Donc, vous imaginez tous ces manjaïnas qui se diront, lorsqu'une gynophore tiendra ce discours, ils vont se dire, peut-être que si justement je me mets à quatre pattes, métaphoriquement et littéralement, peut-être que là, elle trouve excitant, ça lui plaira, et peut-être que je pourrais avoir accès à ses charmes. Oh, mes chers amis, ne commettez pas une telle erreur. Ce serait une grossière erreur, ce serait quelque chose de très regrettable. Bref, nous voilà au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Likez et partagez, autant que faire se peut. Et pour finir, pour conclure, un dernier mot à Madame Tutu Lecoq, un mot qui ne sera pas dit par moi, mais par quelqu'un que la plupart d'entre vous connaissez et appréciez certainement. Et je le laisse justement donner le mot de clôture à ce métavide, à ce mot de clôture adressé à Madame Tutu Lecoq. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Vous êtes bonne pour la camisole de force.